Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aquamiroir. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de vidéos, je le sais, c'était un petit peu compliqué personnellement ces derniers mois, mais ça ne voulait pas dire que le magasin ne continuait pas à tourner, qu'on n'a pas rentré encore des trucs sympas. Et ici, on a reçu un petit arrivage de notre fournisseur allemand Ditzenbach. Alors vous le savez, chez eux on trouve souvent des trucs très très intéressants. Voilà, c'était l'occasion pour reprendre un petit peu nos unboxings et pouvoir vous montrer ce que l'on aura rentré lors de cet arrivage. Donc vous voyez, il n'y a que 3 caisses, mais il y a des petites choses qui valent la peine d'être dites et qui valent la peine d'être montrées. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce qu'on a trouvé cette semaine-ci chez eux. Alors voilà, hop, on va déballer la première pièce. On commence très simplement avec des guppies. Maintenant, il faut dire que chez Ditzenbach, on a de très jolis guppies. Voilà, donc quelques guppies, on va déballer ça. Vous voyez, ça c'est une nouvelle variété. C'est les Cobra Tail. Enfin, ils ont des noms à rallonge. Voilà, on met ça Red Cobra Tail. Ils sont très sympas. Des petits guppies, tout simplement, mais de belle qualité. Alors, ici, un petit loricaridé. Enfin, un petit loricaridé, il va quand même atteindre cette taille, hein, une certaine taille. C'est un loricaridé qui va faire une vingtaine de centimètres. C'est un Leporacanthicus. Je vous ai déjà parlé des Leporacanthicus, de très jolis loricaridés, principalement carnivores. Ils vont plutôt manger des vers de vase, ce genre de choses-là. Ils ont au lieu d'avoir une ventouse avec des dents pour gratter les vitres, pour bien nettoyer les vitres, ils ont plutôt une ventouse en forme d'entonnoir qui va fouiller le gravier. Ici, c'est le Leporacanthicus joselimae, le L264, très joli. Il est gris tacheté de noir avec le bout des nageoires blanches. Voilà, ils sont en petite taille pour le moment, mais ça permet d'avoir des prix plus abordables pour ce genre de petite bestiole très sympathique, le Leporacanthicus joselimae. Je vois ici quelques crevettes. Alors, ce sont des crevettes filtreuses, des Attiidés. Les Attiidés, c'est une des plus grandes familles de crevettes. Vous connaissez très bien la Japonica, plutôt la Multidentata, c'est une Attiidée. Les petites Chrysal Red et autres Neocaridina Red Cherry, tout ça, ce sont des Attiidés. Dans les plus grandes tailles, eh bien, leurs pinces se sont transformées en peigne filtreur et on a la crevette filtreuse la plus connue qui est l'Atiopsis molluxensis que l'on va trouver en Asie, qui est l'une des plus classiques, donc qui va filtrer l'eau un petit peu à la manière des vers tubicoles. Vous voyez comment en eau de mer, on a ces panaches qui permettent de filtrer la nourriture, la microfaune qui seront en suspension dans l'eau. Donc l'Atiopsis molluxensis, et ici on a une de mes préférées qui est l'Atia gabonensis. Je vous ai déjà montré des Atia gabonensis. Là, elles sont toutes petites. Ça permet de les avoir pas trop chères. Ça grandit très lentement. Mais une Atia gabonensis, ça peut devenir vraiment massif. Ça peut devenir énorme. On a déjà eu des Atia gabonensis qui faisaient près de 18 cm. Donc, c'est vraiment des choses massives. Et en plus de ça, en grandissant, elle attrape une superbe couleur bleu. Alors voilà, l'Atia gabonensis, c'est la filtreuse du Gabon, bien que son nom est un petit peu erroné parce que c'est pas du tout au Gabon qu'on va la trouver, en tout cas pas principalement, c'est surtout au Cameroun. Et comme ce sont des crevettes qui sont pratiquement impossibles à reproduire, puisque la larve passe par un stade d'eau saumâtre et salée, eh bien on retrouve une population d'Atia gabonensis. De l'autre côté, en Guadeloupe, elle a traversé des larves qui ont traversé tout l'Atlantique avec les courants marins, et on a des populations tout à fait naturelles qui se sont implantées de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, les crevettes filtreuses, les Atia, ici l'Atia gabonensis et l'Atiopsis molluxensis. Eh bien, voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal de guppies. Je ne vais pas vous montrer toutes les couleurs de guppies qu'on a rentrées. Et donc, on va directement attaquer la deuxième caisse. Petite grenouille, je vous ai déjà montré les petites grenouilles d'aquarium,
très très sympa, c'est l'Hymenocyrus budgeri, petite grenouille 100% aquatique. Alors, vous pouvez remarquer en fait si ce qu'on peut dire sur cette petite grenouille là, c'est que elle est totalement aplatie. Pourquoi est-ce qu'elle est totalement aplatie? En fait, c'est pour augmenter la surface d'échange entre l'eau et sa peau. Elle va principalement avoir une respiration cutanée dans l'eau, ce qui lui évite de sortir obligatoirement de l'eau. Et donc, elle peut se maintenir en aquarium. En plus, elle est toute petite et donc on pourrait vraiment la mettre avec des petits poissons, des guppies, ce genre de choses-là. Alors, ce n'est pas parce que elle n'a pas besoin de sortir de l'eau qu'elle n'est pas capable de le faire. Donc, il convient de bien fermer son aquarium lorsqu'on a ce genre de petite bestiole, l'Hymenocyrus budgeri, une petite grenouille à griffes africaines. Suivante. Ah, ça c'est joli. Ça c'est très joli. Yaochania. Yaochania, c'est une petite loche qui ressemble un petit peu au gastromyson, donc une petite loche de torrent avec ses petites ventouses qu'on appelle la loche zébrée. La Yaochania pachychilus, elle a été découverte quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, voilà, on l'a reproduit et elle a énormément de succès. C'est une très jolie petite loche qui est zébrée, noire et blanc, qui lui donne son nom de loche panda. Alors, c'est une loche qui va, attention quand même, aimer une température pas trop élevée, puisque on ne va la retrouver que dans un tout petit affluent d'une rivière en Chine, dans les montagnes de Chine, un petit affluent qui n'a même pas de nom. On ne la trouve que à cet endroit-là dans le monde, mais c'est vraiment une chouette petite loche qui vaut la peine, qui se maintient sans trop de difficultés, en sachant qu'elle est quand même sensible, donc comme je vous le disais, aux hausses de température, puisqu'on va la retrouver un petit peu en altitude comme ça. La Yaochania pachychilus. On continue. Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau dans celui-là, hein, mais c'est normal, c'est pas grave. C'est un petit crabe. C'est la deuxième fois que je le rentre. J'ai d'abord essayé et on a eu beaucoup de succès avec. Et franchement, j'ai été très content. C'est un crabe que j'ai découvert en tout cas sur le marché il y a assez peu de temps. C'est le Siam telfusa. Siam telfusa, je n'ai pas son nom d'espèce, il est spéciès, il vient du Mekong et il est super sympa parce qu'il a une taille tout à fait modeste, on est à 4-5 cm adulte, il n'est pas du tout agressif et puis surtout, et ça c'est assez rare, il n'a pas besoin de sortir de l'eau non plus, donc ce n'est pas un crabe où il va falloir prévoir une partie aquatique, une partie terrestre, non, en aquarium c'est tout à fait suffisant. Et enfin, encore un autre avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de sel. Très souvent, les crabes que vous voyez dans le commerce, les petits crabes à pinces rouges et ce genre de choses-là, ce sont des crabes qui habitent les mangroves où le sel est absolument obligatoire. Donc, si vous voyez des crabes à la vente, faites très attention, renseignez-vous bien sur l'espèce dont il s'agit, parce que la plus grande majorité de crabes disponibles en aquarium a besoin de sel. Ce n'est pas le cas pour celui-ci, je vous l'ai dit, il vient du bassin du Mekong, donc pas de partie terrestre, pas de sel, pas d'agressivité, donc vraiment un très chouette petit crabe, et en plus de ça, il n'est pas trop cher non plus. Donc que des avantages pour le Siam telfusa species. Ici, nous avons un tétra. Alors, je vous avoue, il est très petit. Je m'attendais quand même à quelque chose de nettement plus grand. C'est un tétra qui peut faire à peu près 3 cm, 3 cm et demi. J'ai été très étonné par son prix parce que c'est un tétra qui normalement vaut extrêmement cher. Ici, il est vraiment à la moitié du prix du commerce. Donc, j'étais très content d'en trouver, en tout cas, à ce prix-là. Voilà, je comprends un petit peu, c'est aussi parce qu'il est tout petit. Mais c'est pas grave, on va le faire pousser. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un tétra qui est apparu récemment sur le marché. Il est parfois appelé Iphesobricon peugeoti, mais son vrai nom, c'est Iphesobricon peugeotorum.
Je vous ai déjà parlé la différence entre la terminaison I et la terminaison Orum, avec le bêta par exemple Brownorum pour le couple Brown. Ici, c'était Peugeotorum, non pas pour le couple Peugeot, mais carrément pour une famille complète, pour toute la famille Peugeot. Alors Peugeot, bah oui, ça vous dit quelque chose. Peugeot, c'est pas pour les voitures, bien que c'est relié, c'est plutôt pour les moulins à poivre. Eh bien, c'est un grand groupe industriel, ceux qui fabriquent ces fameux moulins à poivre Peugeot. Eh bien, ce groupe-là est très actif dans la défense de l'environnement. Ils ont un programme qui vise à la reforestation au Brésil. C'est vraiment un programme d'une très grande envergure. Ils ont déjà replanté plusieurs millions d'arbres dans la forêt. Ils ont recréé des habitats qui étaient complètement détruits. Ils ont amené à la découverte de nouvelles espèces grâce aux études scientifiques qui étaient conjointes à ce projet de reforestation. Donc, c'est un groupe qui a fait énormément de bien pour l'environnement. Ça vaut la peine d'être souligné. Donc, lorsque vous allez acheter un moulin à poivre Peugeot, vous pouvez dire que vous avez un petit peu aidé à la reforestation au Brésil. Et ici, voilà, l'Ifesobricon Peugeotorum a été nommé en l'honneur de cette famille-là, en l'honneur de tout ce qu'ils font pour l'environnement et pour la reforestation. C'est un petit tétra qui est ultra coloré, mais vraiment d'une coloration absolument incroyable. Rouge pétant avec l'arrière tout noir. Il est absolument magnifique. Donc ça vaut vraiment la peine. Alors c'est un investissement ici puisque il est tout petit, il va falloir le faire pousser. Mais croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Un superbe tétra, l'Ifesobricon Peugeotorum. Encore un L, celui-là il a déjà une belle taille. Le Panax, vous le connaissez déjà le Panax, Panax nigrolineatus, c'est le L190 nigrolineatus. Voilà, il tient bien son nom avec ses lignes noires hyper marquées, cette tête absolument énorme. J'ai déjà parlé des Panax justement, une tête énorme pour de puissants muscles masticateurs qui vont lui permettre de creuser le bois. Vraiment, il va carrément s'en nourrir. Donc voilà, très très chouette poisson, grande taille. Vraiment un bel ajout si vous avez un beau bac. Bon, attention, évitez les plantes évidemment parce que les plantes elles vont y passer comme le bois. Mais voilà, dans un chouette bac de type amazonien avec des grands poissons, ça peut vraiment le faire. Il attrape une très belle coloration avec ses lignes bien marquées. Le Panax nigrolineatus L190. Et nous attaquons déjà la dernière boîte. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un petit arrivage. Pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, ici, ce sont des Médaka. Alors les Médaka, qu'est-ce que c'est? Médaka, c'est un petit kili, c'est l'Orisias latipes. C'est un petit kili qu'on trouve principalement au Japon, mais également un petit peu sur le continent asiatique. C'est un petit poisson qui est assez facile à reproduire, assez sympa, et ce qui est quand même assez original, et ça vaut la peine d'être signalé, c'est que c'est un poisson que l'on va trouver, voilà, je vous l'ai dit, au Japon, dans les régions nord de l'Asie, et il a une très large tolérance, tant que ce soit au niveau des paramètres d'eau qu'au niveau de la température. Au niveau des paramètres d'eau, on le trouve parfois dans des lagunes, donc il peut supporter du sel, de l'eau légèrement salée, voire même quelques incursions en eau de mer. On le trouve dans des eaux où le pH peut être très bas, donc on a une très large gamme de pH tolérés, et surtout au niveau de la température. Au niveau de la température, eh bien la température descend sans aucun problème à une dizaine de degrés, voire même inférieur si ça ne dure pas trop longtemps. On peut le maintenir, on pourrait le maintenir en étang extérieur, à condition qu'on soit dans un étang assez protégé. Il en existe plein de variétés différentes. Ici, c'est la variété platine. J'ai également la variété koi, puisque voilà, reproduction très facile. Et petit poisson qui peut vraiment se maintenir sans chauffage, dans un petit bassin,
très 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 facilement. Voilà, c'est un petit kili. Le Medaka, c'est son nom japonais. Son nom scientifique, c'est Oryzias latipes. Ils sont très très sympas. Et voilà, on a différentes couleurs du coup qu'on va rentrer en magasin. Continuons, il y a plein de petits sacs ici. Alors, un autre Loricaridé. Celui-ci, il n'a pas de L, puisqu'il a été décrit avant la nomenclature L. C'est un Hippostomus. Alors, Hippostomus, vous avez certainement déjà entendu parler de ce nom-là, avec l'Hippostomus plecostomus. L'Hippostomus plecostomus, c'est sous ce nom qu'a été vendu le pléco commun. Il faut savoir que l'Hippostomus plecostomus n'a pratiquement jamais été exporté. Donc, c'est extrêmement rare d'avoir des vrais hippostomus. Les poissons que l'on voit appelés pléco sont en fait la plupart du temps des pterygoplectis. Celui qu'on appelle le pléco commun, c'est le pterygoplectis pardalis. Lui, c'est le pléco que vous allez voir absolument partout. C'est un poisson qui devient gigantesque. Il atteint facilement 50 cm. Il est pas cher du tout. On le vend comme laveur de vitres, parfois en disant ne vous en faites pas, il s'adapte à votre aquarium. C'est totalement faux. Donc c'est vraiment un poisson qu'il ne faut pas acheter. Ou alors, vraiment, si vous avez des grands bacs, préférez-lui l'Ancistrus. Ici, c'est un autre hippostomus. C'est un vrai hippostomus. C'est l'hippostomus basilisco. C'est pas l'hippostomus plecostomus, c'est l'hippostomus basilisco. Bon, voilà, qui est très très sympa, qui est un petit, effectivement, laveur de vitres, qui va faire une vingtaine de centimètres. Donc, on est loin des tout grands pterygoplectis dont je vous parlais. Alors, comment faire la différence si vraiment vous avez un doute, si on vous dit si, c'est sûr, c'est un hippostomus, ce n'est pas un pterygoplectis, eh bien, il suffit de compter les rayons qu'il y a sur la nageoire dorsale. Plus que 10 rayons, c'est un pterygoplectis, moins de 10 rayons, c'est un hippostomus. Bon, ici, il est dans son sac, on le voit pas bien, mais à vue de nez, voilà, hein, il y a à peu près 8 rayons, c'est bien un hippostomus, mais de toute façon, ici, on sait que c'est pas, voilà, on l'a acheté en tant que tel, on sait que c'est l'hippostomus basilisco. Donc voilà, un chouette, en plus, il attrape une chouette forme, une chouette tête, assez massive, avec une tête un peu triangulaire, très très sympa. Voilà, hippostomus basilisco. Alors, on termine avec une petite curiosité. Alors là, attention, il y a pas mal de choses à dire sur ce petit poisson. Voilà, il est ultra original. Vous voyez, il ressemble à une petite brindille. C'est l'Indostomus. L'Indostomus paradoxus. Tout petit poisson qu'on va trouver en Birmanie ou en Thaïlande. Alors, c'est un poisson sur lequel on s'est un petit peu cassé les dents au niveau de la systématique. Il a été très longtemps considéré comme une épinoche, comme les poissons de la famille des épinoches. Les épinoches étaient mis en relation avec les poissons, les syngnates, les hippocampes. On les mettait un petit peu dans le même groupe, les gastrociformes. Donc un groupe qui contenait les épinoches, les syngnates, et ceci qui faisait un petit peu l'office de chaînon manquant, en tout cas de point d'ancrage, si vous voulez, entre l'épinoche et le syngnate. Et c'est vrai que on retrouve cette tête du syngnate avec un petit bec. C'est un microprédateur, donc il va aller chasser les petits copépodes, des tout petits insectes comme ça, et il va les attaquer exactement comme le font les syngnates. Sauf que en 2024, c'est tout récent. C'est d'ailleurs mon ami Brice des Aquariums de Marbais qui me l'a fait remarquer. En 2024, en fait, il y a une étude scientifique qui s'est basée sur l'ADN et qui a démontré qu'en fait, notre classification, eh bien, on avait tout faux. Ils n'ont aucun rapport avec les épinoches. Il a été totalement remanié. On a séparé les épinoches des syngnates. Ils sont plus ensemble. Les syngnates, tous les syngnatiformes, les épinoches sont maintenant dans un autre ordre. Et lui, eh bien, il a été remis dans l'ordre des symbranchiformes. Alors, les symbranchiformes, ce sont les mastas. Ben oui, des anguilles, ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à une anguille?
pas du tout. On a en fait, l'ADN, il ne ment pas. On s'était basé sur des caractères morphologiques, sur des caractères fossiles également, qui le faisaient ressembler effectivement à cette famille-là. Mais l'ADN ne ment pas. Eh bien, il s'agit d'une évolution convergente. À un moment, une anguille s'est nanifiée, est devenue toute petite, a eu des écailles un peu plus solides et a eu cette forme de microprédateur qui ressemble par évolution convergente à un syngnathe. Et aujourd'hui, eh bien, il est dans l'ordre des symbranchiformes et on lui a fait un sous-ordre rien que pour lui, les Indostomoidés. Donc voilà, c'est maintenant il a sa position systématique qui est reconnue et qui est très loin de ce qu'on n'en avait pensé auparavant, ce qui est assez intéressant justement de voir à quel point on pouvait se tromper pendant des années et à quel point la nature peut être facétieuse en faisant ressembler des espèces les unes aux autres, alors qu'en fait, il n'y a absolument aucun rapport phylogénétique. Donc voilà, ici l'Indostomus paradoxus, il en existe deux autres espèces, mais qui se ressemblent très fort, et donc on va le mettre en anobac avec faire très attention à la nourriture de ce poisson-là évidemment, puisque voilà, c'est un microprédateur, donc bien le nourrir avec la nourriture vivante ou bien les petites nourritures fraîches. Indostomus paradoxus. Et voilà qui clôt ce petit arrivage de notre fournisseur d'Itzenbach. Donc vous voyez, c'était un petit, mais il y avait des trucs sympas à dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais bien que l'unboxing, ça reste encore les vidéos que vous préférez. Alors, il y a eu pas mal d'espace entre ma dernière vidéo et celle qu'on vient de faire ici. Maintenant, comme je vous disais, c'est pas pour ça que le magasin est inactif. Il y a encore les autres réseaux sur lesquels on poste des photos, on donne des explications. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Insta. Donc voilà, on reste là, on est présent. Et puis, le mieux encore, c'est si vous pouvez venir nous faire un petit coucou dans notre magasin. Ça nous fait toujours le plus grand plaisir. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et on va essayer de faire une nouvelle vidéo dans un peu moins longtemps cette fois-ci. À très bientôt!